je vous retrouve dans un nouveau cadre pour ce nouveau vlog. On va lire 3 lectures imposées que j'ai piochées dans ma jarre au hasard et on va les lire ici dans ce nouveau cadre en plein milieu du désert à 2 heures de Lima et je vais passer la semaine ici avec Litchi qui va m'accompagner toujours dans toutes mes aventures, elle est là. Nous sommes venus ici pour échapper à la brume de Lima. Je vais vous faire visiter cette petite maison puisque Litchi ne veut plus rester avec moi. Donc c'est parti, visitons. En fait, elle a décidé de se mettre, je vais vous montrer, ici. C'est sa place parce que son maître était avec nous hier, il est parti et nous sommes restés et du coup, elle est désespérée. Donc elle le cherche et elle se met là comme un petit gnome, un petit nain de jardin et elle bouge plus. Allez, je vous fais visiter. Ici, on a un grand espace salon et cuisine et la grande cuisine. On a un couloir qui me fait un peu flipper, le soir, toute seule ici. Ça me fait flipper, du coup j'ai décidé de mettre ma chambre ici. C'est une petite chambre, j'ai un peu moins peur toute seule ici. Je ferme la porte à clé, j'ai mon chien et tout va bien. Parce qu'il y a une autre chambre, mais regardez-moi ce couloir, comme il fait flipper. Je me mettrai jamais ici pour regarder la télévision. Et là il y a la grande chambre. Je me sens pas trop à l'aise. Donc non. Oh là là, regardez, il y a du soleil. Mais vous vous rendez compte? Il y a du soleil. Alors on voit encore la brume. Elle n'est pas tout à fait partie. Hein. Mais franchement, il y a même du ciel bleu un peu là. Ouh là là, elle nous fait quoi elle? Bah bravo. Allez, descends. Oh bah dis donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est folle. Ce chien est une chèvre, il faut le savoir. Elle adore grimper sur les trucs. J'ai des belles mangues ici. Quand je vous disais dans l'autre vlog que je me nourris d'avocats du Pérou et qui sont super bons, je vous ai pas menti. Je ne vous mens jamais. Mais comment t'es arrivé là, toi? T'étais derrière moi. Il n'y a plus qu'à récolter les avocats. J'espère que je vais y arriver. Bon, va falloir encore travailler ma technique si je veux manger des avocats du jardin parce que j'ai pas du tout réussi à en récolter un seul pour le moment. Alors dans ce vlog, je vais lire And Now Back to You. Je vais aussi lire Jane Eyre de Charlotte Brontë. Et enfin, Les Aiguilles d'Or de Michael McDowell. J'ai déjà commencé à lire 2 romans. J'ai commencé à lire Jane Eyre et j'en suis déjà même à 180 pages, je dois dire. Et j'ai commencé aussi à lire And Now Back to You de Becca Morrison. Dans And Now Back to You, eh bien, on va suivre 2 personnages. C'est en fait une petite série. Vous savez, ces séries de romances contemporaines qui se suivent pas réellement mais qui font partie du même monde. Le premier tome, c'était First Time Caller. J'ai adoré cette romance, vraiment c'était pépite, j'ai adoré, ça m'a fait rire, j'ai beaucoup aimé les personnages. Et donc j'avais envie de lire à la seconde parce que des fois les romances, j'aime bien. Ça passe ou ça casse, hein, mais j'avais envie d'essayer. On va suivre Jackson qui est le météorologiste dans First Time Caller. Donc lui, il est à la radio, il travaille comme météorologiste. Et de l'autre côté, il va y avoir Delilah qui est aussi météorologiste, mais elle qui travaille à la télévision. Delilah, elle est plutôt maladroite et donc il y avait toujours cette histoire où elle garait très mal sa voiture juste à côté de la place de parc de Jackson. Et donc ça crée des petits conflits, mais rien de méchant. Mais voilà, ils se taquinent un peu, ils s'apprécient pas vraiment plus que ça, ils se connaissent pas trop, voilà. Et puis Jackson, lui, c'est vraiment tout le contraire de Delilah parce que c'est vraiment le type hyper organisé qui a vraiment toujours un programme, un planning. Vous savez, les listes, les to-do list à checker, bah lui, c'est ça. Il fait des listes pour tout. Il est hyper organisé. Il faut qu'il soit organisé parce que il a en fait adopté ses 2 sœurs, des jumelles de 15 ans, à sa mère qui s'en occupait pas du tout. Il a été pas mal négligé d'ailleurs dans son enfance par sa mère. Donc, il faut que vraiment le planning soit nickel. Et lui, il compense pas mal de choses avec justement la planification.
Donc voilà, on a deux personnages qui sont assez différents l'un de l'autre, comme souvent dans les romances, et il va falloir qu'ils travaillent ensemble parce que en fait, il va y avoir une énorme tempête, notamment de neige, qui va arriver là sur les Appalaches, et ils vont devoir couvrir cet événement ensemble. Et en fait, la station de radio et la station de télé se mettent ensemble pour dire, ok, les deux météorologistes vont couvrir cet événement ensemble. Alors au début, j'ai eu un petit peu de difficulté. Je me suis dit, oh là là, le ton est encore une fois très comique, humoristique, avec une personnage très maladroite qui s'éclate par terre, Bon, ça commence un peu comme ça dans le premier chapitre. En fait, le premier chapitre, c'est le point de vue de Jackson sur Delilah, et il est pas fan, vous voyez, parce que elle se ridiculise un petit peu, en fait. Elle s'habille en tortue pour faire un reportage sur les tortues. Elle va dans les poubelles pour faire un reportage sur la gestion des déchets. Enfin, c'est un peu ridicule tout ça. Et donc, je me suis dit, oh là là, ça va être encore l'humour joyeux, ça va m'agacer. Et finalement, j'ai beaucoup aimé parce que le chapitre 2, c'est le point de vue de Delilah, et là, ça va tout sauver. C'est complètement différent d'avoir son point de vue parce qu'en fait, on se rend compte qu'elle subit ces humiliations-là, elle se sent ridicule, elle est ridiculisée par son patron qui visiblement ne l'apprécie pas parce qu'elle a une grande cote de popularité, et donc lui, il veut lui mettre des bâtons dans les roues, il veut absolument la ridiculiser, il ne la laisse plus faire la météo et il l'envoie faire des reportages journalistiques un peu ridicules où elle doit s'habiller avec des costumes ridicules parce qu'il veut la ridiculiser en fait. Et donc ce côté un peu comique, humoristique, ridicule qu'on retrouve dans le premier chapitre, on comprend que Delilah, en fait, elle le subit et que, certes, c'est une personne un petit peu maladroite et qui met un peu les pieds dans le plat, mais elle a quand même de la nuance. Donc là, ça me réconcilie déjà un petit peu avec le ton du livre, avec l'humour du livre un petit peu trop potache, j'aime pas trop ça. Et ça donne un peu de profondeur, vous voyez, à cet humour, et on comprend que Delilah, en fait, elle subit totalement cette situation, qu'elle se rend bien compte qu'elle est ridiculisée et elle a envie d'être prise au sérieux. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle va accepter cette mission avec Jackson pour reprendre le sérieux, pour montrer qu'elle est une bonne météorologiste et qu'elle est capable de faire beaucoup plus de choses que ce que son patron l'envoie faire. Donc tout de suite, ça m'a bien plu, et j'aime bien aussi le côté harcèlement moral parce que c'est ce que subit Delilah en fait. Je trouve cet aspect-là du livre vraiment intéressant. Je trouve que ce sont des personnages auxquels on s'attache assez rapidement parce qu'ils ont des difficultés, ils font face à des épreuves. Jackson, lui, c'est avec sa famille et la façon dont il est devenu par obligation, parce que très tôt, il a dû se gérer tout seul parce que sa mère était incapable de le gérer. Puis quand elle a eu les jumelles, il a dû prendre soin de ses deux petites filles. Et donc voilà, il est très carré, il ne sait pas comment gérer l'imprévu, mais c'est parce que il a dû faire face à des choses dans sa vie où il pouvait pas faire face à l'imprévu. Donc il ne sait pas le gérer et ça va être très difficile pour lui parce qu'il n'a aucune confiance en lui, et être à la télévision parler devant des gens, c'est très très compliqué. Donc voilà, il va y avoir cet aspect-là de Jackson que j'aime vraiment beaucoup, qui rend le personnage très touchant, et c'est assez étonnant. D'habitude on a ces personnages-là pour des femmes, et là c'est lui qui a pas du tout confiance en lui, et c'est elle qui est plutôt la boule d'énergie, maladroite, mais qui a quand même des failles parce que voilà, elle subit une situation très compliquée avec son patron. J'accroche pas autant qu'avec First Time Caller, que vraiment j'ai adoré dès le début et j'étais vraiment accrochée. Là c'est un peu moins, mais franchement c'est pas désagréable à lire et ça me fait rire par moments. Par moments je suis touchée, je suis émue, ça fonctionne bien. Forcément. Vous savez, dans les livres ou dans les films, des fois, quand vous avez honte pour les protagonistes, c'est exactement ça. Et pour ce deuxième point lecture, je vais vous parler de Jane Eyre, que j'ai aussi commencé. J'ai même bien
avancer sur Jane Eyre. Et pareil, au début, je me suis dit, waouh, ça va être un petit peu longué. J'avais pas vraiment envie de me coller à ce roman actuellement, en ce moment. Je l'ai pioché, pas le choix. Donc je l'ai commencé. Au début, je me suis dit, ça va être très très long. J'ai trouvé le début particulièrement longué. Je voyais pas où on voulait en venir, quelle était véritablement l'intrigue, tout ça. Et franchement, je trouvais que c'était on tombait un peu dans le pathos, je vais pas vous mentir. Parce que on suit Jane, qui est une orpheline. Au départ, elle vit chez sa tante avec son cousin, qui la maltraite un peu, qui la traite vraiment pas très bien. Et puis après, elle est envoyée dans un orphelinat. Non, c'est pas un orphelinat, c'est une école de charité. Donc ça se passe pas très bien la première année, elle est pas forcément très bien traitée non plus, il y a des drames qui se passent. Donc je me suis dit, waouh, est-ce qu'on va avoir uniquement un côté un peu pathétique, un peu tristouné, elle va subir. Bon, ce qui m'intéressait quand même dans le roman au début, c'est que je trouvais que le personnage de Jane avait quand même une sacrée personnalité. Elle répond véritablement à son cousin, elle répond à sa tante, elle leur dit ce qu'elle pense d'eux, elle fait pas de détour, et ça c'est plutôt cool, parce que vraiment, elle se laisse pas marcher sur les pieds quand même, Jane. Finalement, elle se décide à quitter l'école, elle envoie une lettre pour se proposer en tant que gouvernante, et donc elle part dans une famille. C'est un homme célibataire qui garde une petite fille, et donc elle va être gouvernante pour cette petite fille. Et en fait, dès qu'on arrive à ce moment de l'histoire, ça devient beaucoup plus agréable à lire, parce qu'il y a d'autres aspects déjà de Jane. C'est pas seulement l'aspect tristounet, drame, etc. qui va se dérouler. À ce moment-là, elle a 18 ans. Elle va aussi faire la connaissance de Monsieur Rochester, qui a quand même 20 ans de plus qu'elle, qui est un noble. Donc voilà, mais ça devient vraiment beaucoup plus intéressant. Il y a des aspects très très sympas. Et là, je suis beaucoup plus accrochée, beaucoup plus intriguée par ce qui va se passer. J'aime vraiment beaucoup cette partie, et en fait, c'est là qu'on va visiblement suivre Jane et l'histoire de Jane et de Monsieur Rochester. Pour le moment, j'aime beaucoup la découverte entre Jane et Monsieur Rochester. Je trouve que les dialogues sont vraiment intéressants, même assez piquants, parce que Jane, encore une fois, elle dit ce qu'elle pense, et des fois, ça fait des scènes vraiment très drôles quand elle lui demande... Quand lui, à un moment, il lui demande « Est-ce que vous me trouvez beau ?» Puis elle lui dit non. Et en fait, c'est vraiment un personnage qui est assez étonnant quand même pour le contexte de l'époque, parce que elle est assez honnête et elle dit ce qu'elle a à dire, et j'aime beaucoup ce personnage déjà. Donc voilà, mon intérêt pour le moment est assez relancé. J'ai très hâte de continuer ma lecture et de vous dire ce que je vais en penser finalement. Je vais lire ça aujourd'hui au soleil, profiter de la piscine, profiter du beau temps, du soleil et du ciel bleu, et je reviens vous faire un petit point plus tard. Je vais profiter de vous parler de ma dernière lecture en date, c'est-à-dire Jane Eyre, que j'ai terminée hier, puisque, comme vous avez vu, il fait vraiment pas beau aujourd'hui, il y a beaucoup de brume. Hier, je ne vous ai pas pris du tout parce que j'étais complètement plongée dans cette lecture. J'avais plus de 5h30 d'écoute, alors je l'écoute et en même temps je le lis. Ça, c'est aussi une aventure parce que je me suis fait avoir sur un abonnement audio que j'ai oublié d'arrêter, et du coup j'ai un abonnement audio qui continue. Du coup je me suis dit je vais écouter en même temps que le lire, parce que je l'avais déjà en livre, je l'avais acheté en livre. Et hier j'ai écouté et lu en même temps pendant plus de 5h30 parce que je ne pouvais pas décrocher de cette lecture en fait. Vous imaginez bien que si j'ai dévoré cette lecture hier, c'est que je l'ai adorée. Pour moi c'était vraiment hyper addictif, et en fait, pour vous dire, après ma lecture, une fois que je l'ai terminée, j'ai commencé à écrire dans mon Notion mon avis, ma critique. J'ai écrit plein de choses. Alors, il y a plein de choses que je ne vais pas pouvoir vous dire parce que j'ai écrit avec spoiler, mais j'ai presque fait une analyse littéraire de cette lecture tant je l'ai trouvée intéressante, intelligente, passionnante. Il y a tellement de choses à dire en fait sur Jane Eyre. Vraiment, Charlotte Brontë, j'ai adoré.
Que vous dire à part que, déjà j'ai adoré les personnages, j'ai trouvé qu'il y avait un travail sur les personnages qui était vraiment passionnant parce que les personnages sont très complexes, je les ai trouvés très différents de ce qu'on pourrait imaginer pour des écrits de l'époque, je les ai trouvés particulièrement gris. D'ailleurs les personnages sont décrits comme laid, ce qui m'a donné beaucoup de fou rire. J'ai surligné des passages, par exemple quand je lui dis que je n'avais qu'un maître, elle me demanda s'il était beau et si je l'aimais. Je lui ai répondu qu'il était plutôt laid, mais que c'était un vrai gentleman. Il est plutôt laid. Donc, Monsieur Rochester, il est plutôt laid. Jane, elle est pas vraiment décrite comme laide, mais elle est pas très jolie non plus, visiblement. Donc, c'est assez drôle aussi de suivre des personnages qui font pas forcément rêver physiquement, qui sont beaucoup plus intéressants que ça et qui ont quand même des choses à dire. Les personnages sont vraiment géniaux. J'ai adoré suivre Jane parce que même si j'ai trouvé le début un peu long, il y avait déjà cette curiosité qui m'a un peu piquée parce que je trouvais qu'elle avait une sacrée répartie, qu'elle disait ce qu'elle pensait et qu'elle n'avait pas peur de s'élever contre les injustices qu'elle voyait à son égard. Elle supporte pas vraiment les injustices et la discrimination dont elle fait preuve. Et vraiment, j'ai adoré ce personnage et ses réparties. Du haut de ses 19 ans, elle se laisse pas impressionner, Jane Eyre. Et du coup, ça fait qu'on a des dialogues, des conversations entre les deux personnages principaux, Monsieur Rochester et Jane, qui sont vraiment, qui moi m'ont fait beaucoup rire en fait, qui sont piquants, qui sont percutants, qui sont piquants. Et voilà, on rentre vraiment dans une relation conversationnelle où les deux personnages vont se provoquer, vont se titiller et on construit leur relation à travers leur conversation. J'ai adoré aussi que Jane refuse de se pâmer devant ce Monsieur Rochester comme toutes les autres femmes peuvent le faire, parce que s'il n'est pas très beau, s'il est décrit même comme laid, il est puissant, Monsieur Rochester. Et en parlant de ce Monsieur Rochester, alors lui, moi je l'ai trouvé fascinant comme personnage parce qu'il fallait quand même oser écrire un tel personnage. C'est quand même un personnage qui est difficile à aimer. C'est pour ça qu'on ne peut pas décrire ce livre comme une romance parce que c'est pas le personnage de romance cliché. Bon, déjà, comme on a dit, il est décrit quand même comme laid. Il est quand même assez sombre, il est taciturne, il rigole pas beaucoup, mais il est riche et influent, bien évidemment. Mais c'est quand même une relation qui est compliquée, c'est une relation qui est un peu torturée aussi. L'évolution de cette relation, elle est vraiment hyper intéressante et elle prend surtout un tournant complètement inattendu. En fait, tout au long du livre, j'ai été accrochée, suspendue aux pages parce que il y a beaucoup de révélations. Il y a beaucoup de mystères, il y a beaucoup de révélations et ça prend des tournants complètement inattendus. À un moment donné, je me suis dit, mais je pensais pas que ça allait aller dans cette direction du tout. Il y a vraiment des événements qui se déroulent que je n'avais pas du tout envisagés et je me demandais où est-ce qu'on allait aller dans cette histoire au final. Et on est tout le temps surpris en tant que lecteur. Comme je l'ai dit, j'adore Jane parce que c'est un personnage qui est profondément indépendant, elle est forte, elle a une forte personnalité, elle est travailleuse, elle est obstinée. Et alors elle est quand même aussi très douce, elle est même parfois un peu effacée, et c'est pour ça que je la trouve vraiment inspirante, c'est que c'est pas pour autant qu'elle supporte l'injustice à son égard, et en fait c'est même le contraire, elle ne tolère aucune discrimination à son égard, et elle sait se faire respecter, elle sait dire quand ça va pas, elle montre les limites, et c'est quelque chose que j'admire beaucoup chez elle, et il faut pas oublier que c'est une femme et qu'elle est très jeune. Et pourtant, elle s'insurge contre l'injustice qui est faite à son égard, et ça j'ai vraiment adoré. Elle a des sacrées réparties qui m'ont aussi beaucoup fait rire, et j'ai adoré ce personnage. Elle est géniale. On a une pléthore de personnages différents, notamment certains personnages qui sont vraiment odieux. Ce qui est vraiment intéressant aussi, c'est que on est dans le point de vue de Jane et elle nous explique que elle sent qu'elle commence à se faire convaincre parce que la personne est très persuasive, mais que il faut qu'elle lutte parce que c'est pas du tout bon pour elle, et vraiment, elle fait vraiment preuve d'un caractère exceptionnel pour son âge et aussi pour une femme, parce que malgré tout, on n'élève pas les femmes comme ça à l'époque, il faut se rappeler aussi de l'époque. Donc c'est vraiment un roman assez avant-gardiste
pour son féminisme, si on peut appeler ça comme ça pour l'époque, mais c'est vrai qu'avec la vision de maintenant, ça ressemble à un roman très féministe au final. Évidemment, je me suis régalée de la plume, qui est très belle, qui est très agréable à lire. Il y a plein de réflexions à travers le personnage de Jane qui sont faites, qui sont super intéressantes aussi. Il y a même un côté un peu surnaturel et très gothique dans le roman que j'ai beaucoup aimé. Il y a quand même une ambiance particulière dans ce manoir. Il y a un mystère autour de ce manoir et autour de Monsieur Rochester qui était très intéressant et que j'avais envie de connaître. J'avais envie de savoir ce qui allait vraiment se passer. Il y a une occupante très inquiétante dans ce manoir et il y a des bruits étranges et des visites nocturnes assez inquiétantes aussi. Donc il y a vraiment une ambiance que j'ai beaucoup aimée en plus. Je me suis marrée aussi de la manière dont Monsieur Rochester appelle Jane. J'ai plus en tête, mais il l'appelle petit elfe, petit démon. Il y a plein de manières dont des petits surnoms qu'il lui donne qui sont très très drôles. Je sais pas si on parlait comme ça à l'époque, mais je trouve ça assez original et ça m'a fait assez rire. Ils se provoquent, ils se répondent avec beaucoup d'esprit. Donc on a vraiment des conversations qui sont géniales à lire. C'est vraiment une relation qui est pleine de tension, de confrontation et d'ambiguïté. Et c'est ça que j'ai adoré suivre. C'est une histoire qui est portée par des personnages qui sont singuliers, qui sont originaux, et qui sont très complexes, qui sont vraiment très très intéressants. C'est une histoire qui est aussi très addictive, très mystérieuse. Il y a plein de rebondissements, de révélations auxquelles on ne s'attend pas. Et écoutez, vous allez halluciner parce que c'est un roman que j'avais pas forcément envie de lire au départ là tout de suite. Et je lui ai mis un 5 étoiles les amis. Pour moi c'est largement un 5 étoiles parce que j'y ai trouvé tout ce que j'aime. Il y a une ambiance, il y a une atmosphère, il y a une intrigue, il y a des dialogues qui sont piquants. L'évolution de sa relation était excellente. J'ai vraiment des théories là-dessus, mais je peux pas vous en parler dans le détail sans vous spoiler, donc ce serait vraiment dommage. Mais vraiment, c'est tellement intelligent. Ah, j'ai trouvé ça génial. J'ai surligné plein de passages que j'ai adorés. Ça m'a même inspiré. J'ai trouvé le personnage de Jane hyper inspirant comme personnage féminin pour les femmes. Je l'ai vraiment adoré. J'avais l'impression, moi, au départ, que Jane Eyre, ce serait une œuvre romantique. En fait, c'est pas du tout une romance, quoi. C'est vraiment un roman d'apprentissage pour moi, et c'est surtout un roman qui fait passer des messages, et notamment quand même des messages assez féministes, qui, grâce à ce personnage de Jane Eyre, qui montre différentes facettes des femmes. Et je pense que c'est le message principal finalement du livre, parce que la romance est très singulière et particulière, et c'est pas du tout des personnages cucu, des personnages dont on aurait peut-être l'habitude à cette ère victorienne. Non, on est sur quelque chose de beaucoup plus gris, complexe, c'est tellement bien réussi. Voilà, on est quand même véritablement avec un personnage qui a une quête très forte d'indépendance, qui veut se faire respecter. Donc ça, c'est quand même aussi une critique sociale, malgré tout, parce que à travers son personnage, on voit plein de choses. Et ça dit plein de choses sur la société de l'époque. Je me suis régalée de ma lecture, non seulement pour le côté analyse littéraire que moi j'adore, mais en plus juste pour le côté addictif, divertissement de l'œuvre. Je voulais lui citer une citation rien à voir, mais qui m'a beaucoup fait rire, parce que petit tacle sur les Français. En grandissant, l'éducation anglaise corrigea en grande partie les défauts de sa nature trop française. Voilà, merci Charlotte Brontë pour le petit tacle sur les Français. En bonne anglaise qu'elle est, ça m'a beaucoup fait rire aussi. Il y a eu plein de passages qui m'ont fait rire. Et je trouve ça hyper moderne en fait. Je trouve ça hyper moderne. J'ai qu'une envie, c'est regarder les adaptations, même si je pense que je vais peut-être être un peu déçue, parce que si, je sais pas, j'ai jamais vu les adaptations, mais si les adaptations se tiennent comme œuvre romantique alors qu'il y a tellement plus de choses derrière, je sais pas. Dites-moi si vous connaissez des adaptations qui sont à la hauteur du roman dans ses messages.
mais j'ai vraiment envie de voir les adaptations. Maintenant, ça m'intéresse beaucoup. Peut-être que je vais regarder ça ce soir si je les trouve là sur Netflix, on verra. Et je voulais aussi rajouter une chose, c'est que j'ai lu il y a pas longtemps Rebecca de Daphné du Maurier, et d'ailleurs Olivia m'a dit ouais, c'est un peu comme Rebecca, et en effet je ressens vraiment l'influence de Charlotte Brontë sur les écrits de Daphné du Maurier dans Rebecca, et je suis contente du coup d'avoir lu les deux œuvres. Alors je l'ai lu Rebecca avant celui-ci, mais ça m'a vraiment fait penser à Rebecca à des moments, et on voit l'influence vraiment de Jane Eyre dans l'œuvre Rebecca de Daphné du Maurier. Je trouvais ça super intéressant. Donc écoutez, excellente lecture, je suis vraiment très très contente finalement de l'avoir pioché, parce que je l'aurais certainement pas sorti maintenant au mois de mars, j'avais pas du tout envie de lire ça tout de suite, j'étais pas dans le mood, et vous voyez, malgré le fait que j'étais pas dans le mood, et je me suis régalée de cette lecture. Vraiment, je me suis régalée, c'est un grand 5 étoiles, un coup de cœur. Voilà, donc écoutez, je m'arrête là pour ce point lecture. J'ai filmé 30 minutes. Il va falloir que je coupe, puisque sinon ça va être indigeste. Je vais avancer un peu sur ma prochaine lecture qui est Les Aiguilles d'Or de Michael McDowell, et je viendrai vous refaire un point. Je vous reprends tout à l'heure. Twist! Tourne! Tchou-tchou! Touché. Yeah! Bisous! T'es une coquine. La patte? L'autre? Fais la belle. Alors, je suis arrivée au chapitre 5 et vraiment, je prends beaucoup de temps pour lire ce texte parce que il n'est pas évident. Donc, dans un premier temps, j'ai beaucoup aimé le chapitre 1 parce que on voit la ville de New York, on dirait un film. C'est vraiment pas mal. Et en fait, on a l'impression qu'on regarde du haut la ville de New York et qu'on fait par moments des gros plans sur certaines scènes ou certains endroits, certains lieux. Et on nous décrit ces lieux, ces endroits. On se situe à ce moment-là dans le chapitre 1 au moment du jour de l'an, donc on célèbre le jour de l'an. Et vraiment, c'est pas mal pour prendre la mesure, pour prendre un peu la température de cette ville de New York dans aussi ses pires lieux, les lieux de débauche, les lieux de pauvreté. Donc c'était vraiment pas mal, et vraiment cette impression d'avoir une caméra et de regarder par-dessus la ville de New York avec certains gros plans. Je trouvais ça vraiment pas mal. Et après, on commence à connaître les Shanks. Alors les Shanks, ce sont des criminels, des femmes criminelles qui sévissent un peu sur la ville. On va faire connaissance avec un petit peu la famille. Il y a la grand-mère qui est allemande, visiblement Lena, qui est receleuse. Il y a sa fille qui est une avorteuse, qui cède aussi des deux jumeaux qui sont pourtant très très jeunes puisqu'ils ont 8 ans. Donc voilà, on commence à comprendre un petit peu quels sont ces criminels. Et puis, on vient aussi maintenant d'apprendre à connaître la famille Stallworth avec donc ce fameux juge James et son fils Edward qui est un pasteur. Pour l'instant, j'en suis vraiment qu'au tout début, mais il faut quand même s'accrocher dans la lecture. Bon, déjà, le vocabulaire est riche, c'est très bien écrit, mais moi, je le déguste aussi, j'aime bien l'écriture, donc je lis pas très vite. Et pour bien comprendre les différents liens entre les personnages. Voilà, donc je vais continuer, mais on est vraiment sur un New York particulièrement sombre, corrompu. Il y avait des scènes déjà particulièrement sombres quand même dans ces premiers chapitres. Donc écoutez, je vais continuer tranquillement ma lecture. Eh ben, il pleut. Aujourd'hui, zéro soleil et pluie. Pas de bol.
Alors les amis, j'ai pas mal avancé dans ma lecture des Aiguilles d'or aujourd'hui. J'en suis au chapitre 13. On va vraiment suivre le tout début de l'an de grâce 1882 dans cette histoire à New York. Et surtout, on va voir s'affronter finalement deux familles les unes contre les autres. Il y a la fameuse famille des Stallworth, qui est donc une famille de gens très influents. Il y a le juge, son beau-fils est avocat, Edward, le fils Stallworth, est un pasteur. Ils ont envie de partir en croisade contre la criminalité, notamment d'un quartier qui est le Triangle Noir. Ils vont vraiment s'attaquer à cette partie de la ville. Évidemment, ils le font pas pour le bien, ils le font parce que ça va leur apporter beaucoup. D'abord, ils ont envie de dénoncer la corruption policière parce que elle travaille directement avec les démocrates et eux, ils sont républicains. Donc clairement, politiquement, il y a un enjeu pour la famille. Ils ont vraiment des objectifs très basiques, tout simplement de pouvoir derrière cette grande entreprise de nettoyage de la corruption des quartiers de New York et notamment de ce triangle noir. Ce qui est très drôle, c'est que Michael McDowell, toujours avec sa plume et quand même un certain humour noir, il va déjà nous montrer que les grands moralisateurs que sont ces Stallworth, ben ils sont peut-être pas si blancs que ça, et ils ont peut-être des choses à se reprocher. Donc il y a déjà quelques personnages qui nous montrent un petit peu leurs failles, et là j'ai trouvé ça vraiment pas mal, et on commence à se rendre compte aussi de certains liens entre les fameuses femmes criminelles de la famille des Shanks, et on voit qu'il y a déjà certains liens en fait et un certain passif, un certain historique entre les Stallworth et les Shanks. On sent déjà qu'il va y avoir des affaires de vengeance là-dedans. Ils travaillent notamment avec un journaliste pour publier tout ce qu'ils découvrent. Ils font des enquêtes, ils vont visiter plein d'endroits dans la ville qui sont corrompus, etc. Donc ils commencent aussi à être très médiatisés. Et j'ai vraiment hâte de voir où on va aller là-dedans parce que voilà, c'est pas des enfants de cœur non plus, les Stallworth. Pour l'instant, ça me plaît vraiment bien. J'aime le style, j'aime le côté assez sombre, assez noir du roman. Ouais, je suis déjà bien intéressée par ce qui va se passer là-dedans et j'ai hâte de voir où on va aller là-dedans. Je crois que je vais me réjouir quand Michael McDowell va nous montrer toute l'hypocrisie de cette famille. Je pense que je vais m'amuser à ce moment-là parce que ils ont l'air d'être sacrément hypocrites quand même. Donc voilà, écoutez, on est vraiment dans un roman qui va nous parler de politique, qui va mettre les pieds dans le plat, qui va aussi nous parler un peu de religion, et je pense qu'on va grincer des dents un petit peu à un moment. Donc ça me plaît beaucoup, et je vais continuer cette lecture, mais demain, parce que là, je vais me faire à manger. Écoutez, il est 18h30, voilà, il n'y a plus de soleil, donc c'est le moment de se faire à manger, et de terminer la journée de lecture. Peut-être que je le reprendrai un petit peu ce soir quand même. C'est pas impossible parce que comme je vous l'ai dit, je suis assez accrochée et j'ai envie de savoir ce qui va se passer. Mais en tout cas, je vous en reparle demain pour le reste. Salut les amis, et oui, je suis de retour à Lima, évidemment avec Litchi qui est en plein sommeil, donc je voulais pas la déranger. Mais voilà, je sais que je dois vous parler de 2 lectures parce que il se trouve que j'ai commencé le montage de ce vlog en même temps que le tourner et je me suis rendu compte hier que je n'ai pas filmé la suite de And Now Back to You. Voilà, en fait, j'ai lu Jane Eyre pratiquement en même temps. J'ai été tellement subjuguée par Jane Eyre que j'ai totalement oublié And Now Back to You. J'étais sûre que je vous avais tourné un truc et en fait, non. Donc, je vais vous en parler maintenant puisqu'évidemment, je l'ai terminé. J'ai écrit ma chronique et tout et j'ai juste oublié de la tourner. Alors, je vous disais surtout qu'il y avait pas mal de passages qui me faisaient rire, que j'aimais plutôt bien les personnages, et puis j'ai continué ma lecture, et je dois vous dire quand même que mon avis est un petit peu différent maintenant. Au départ, j'étais assez enthousiaste, visiblement, sur ma vidéo, mais je suis un peu moins enthousiaste maintenant, et c'est peut-être aussi pour ça que j'ai oublié d'en parler. En fait, j'étais un peu déçue parce que, au fur et à mesure de ma lecture, je me suis quand même rendu compte qu'il y avait pas mal de facilité scénaristique et la relation, elle est basée sur pas grand-chose. Ce que je préfère moi dans les romans, c'est quand les personnages apprennent à se découvrir et développent petit à petit un amour, une relation, voilà, et qu'ils se rendent compte petit à petit qu'ils tiennent l'un à l'autre. Et ici, c'est un petit peu
C'est pas ça, parce qu'en fait, on est quand même vite fait sur l'Insta Lost, même s'il n'y a pas vraiment de scène de smut, il y en a plus vers la fin, mais quand même, dans ce que se disent les personnages, c'est au bout d'une journée, alors qu'ils se connaissent déjà, ils se sont déjà vus physiquement, chacun se dit intérieurement, ah, elle est quand même super jolie, ah, et son physique, bon, voilà, le physique, le physique, le physique. Ils se connaissent déjà physiquement, donc ça, si vous voyez, c'est pas très intéressant en fait. Ce qui aurait été vraiment intéressant, c'est qu'ils se découvrent en tant que personne dans leur personnalité. Alors évidemment, ils vont se découvrir aussi comme ça, mais je trouve que le premier rapprochement en tout cas, c'est que chacun dans sa tête va se dire qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'elle est belle. Bon, pour moi, ça va pas très loin tout ça. Surtout qu'ils se connaissent déjà physiquement, donc c'est un peu nul, parce qu'ils se seraient déjà dit ça finalement. Réellement, en fait, ils sont très connectés l'un à l'autre au bout d'une journée, pratiquement, parce que en fait, le livre est sur une très courte période. En tout cas, le moment où ils sont à la montagne, c'est à peine 5 jours. Donc, vous voyez, en fait, la seule chose, c'est qu'ils ne vont pas réellement oser s'avouer l'un à l'autre qu'ils ont une attirance pour l'un l'autre. C'est surtout ça. Et donc, c'est ça qui va un petit peu retenir la relation. Et puis, il va y avoir des scènes un peu rigolotes où ils vont se rapprocher, mais pas vraiment, pour des raisons que vous allez découvrir dans le roman. Euh, mais bon, il y avait quand même des trucs qui m'ont vraiment fait rire, notamment une scène que j'ai filmée qui m'a fait beaucoup rire, et ça c'était sympa, mais je trouve que c'est un peu étiré en longueur pour justement qu'ils se mettent pas tout de suite dans le roman, sinon il n'y a plus de roman, où il fait 20 pages, mais réellement, ça, il n'y a pas vraiment de base où ils vont vraiment se rencontrer, en tout cas je ne l'ai pas ressenti à ce point-là, et c'est un peu dommage. Il y a un truc que j'ai aussi remarqué, et je me suis fait la réflexion pendant que je lisais, c'est qu'ils sont là pour travailler, et moi je pensais que ce que j'avais adoré dans le tome 1 notamment, c'est qu'ils sont toujours à la radio et ils vont se découvrir pendant qu'ils sont à la radio. Il va y avoir des passages à la radio qui sont très drôles. Et là, j'avais pensé retrouver un petit peu ce truc-là, puisqu'ils sont censés animer la météo tous les deux à la télévision et aussi à la radio. Et en fait, on les voit pratiquement pas travailler, mais on les voit toujours dans leur chambre. Et surtout, il y a énormément de scènes où ils sont au lit. Donc ils font rien, hein, mais ils se réveillent, ils discutent pendant qu'ils sont allongés au lit. Il y a beaucoup de scènes, je trouve, qui se déroulent quand ils sont dans leur lit. Je comprends pas trop le truc, ça aurait été vraiment mieux de les faire se découvrir en live, en fait, pour moi. Donc je me suis fait la réflexion pendant que j'étais en train de lire. Très bizarre, ces gens ne travaillent pas, visiblement. Finalement, mon expérience de lecture, ça a été que vers 70-80%, franchement, j'avais envie que ça se termine. Ils sont ensemble assez rapidement, comme je l'ai dit. Les choses pour lesquelles ils peuvent plus ou moins pas se mettre ensemble, c'est un petit peu des bâtons dans les roues un peu faussés, parce que finalement, c'est un problème de communication. Ils communiquent pas vraiment entre eux, du coup, ils savent pas trop ce qu'ils attendent l'un de l'autre. Et il va y avoir, voilà, des dramas qui vont rallonger le fait que comme ça, ils peuvent pas tout à fait se mettre ensemble. J'étais super aussi étonnée parce que ce que moi je trouvais intéressant dans le livre, c'était cette relation avec son patron qui tient quand même plus du harcèlement moral. Et alors, ce truc-là, il est résolu en 3 phrases. J'étais là, mais non, je suis revenue en arrière, j'ai dû louper un truc, et en fait, non, il y a des trucs qui se résolvent extrêmement rapidement alors que ça pouvait être intéressant justement. Et j'ai l'impression qu'on part un peu dans tous les sens, que finalement l'autrice rajoute plein de sujets dans son roman, mais elle ne va jamais vraiment travailler ces sujets-là, et notamment ce cas de harcèlement, voilà, en une discussion, c'est résolu, et c'est tout. Et c'est un peu dommage quand même. Donc pour moi, écoutez, c'était un moment sympathique, j'ai passé un bon moment, j'ai rigolé à certains moments, je me suis un petit peu ennuyée quand même vers les 70-80% où j'avais plus envie que ça se termine. Juste un truc à dire aussi que je trouvais un petit peu, peut-être un petit peu maladroit de la part de l'autrice, c'est que Delilah, donc c'est un personnage qui est un peu rond, voilà, elle est un peu ronde, voilà, tout simplement. Et elle est vraiment bien dans son corps, il y a jamais un moment où elle nous dit, qu'elle veut maigrir ou quoi que ce soit, c'est pas un problème du tout pour elle, et ça je trouve ça très très cool, de montrer justement un personnage, voilà, elle est ronde et puis c'est tout quoi, très très bien. Sauf que, il y a une obsession avec la nourriture de la part de Delilah, et l'autrice vraiment insiste lourdement là-dessus, et franchement je dois vous dire qu'au bout d'un moment, je me suis dit, bon, je trouve que c'est un peu caricatural quand même, parce que Delilah, c'est un personnage que l'on voit manger
tout le temps. Quand elle n'est pas en train de manger, elle est en train de siroter des milkshakes au chocolat de façon très bruyante. Vous voyez, comme ça. Elle a toujours des cookies dans la poche. Quand elle va au buffet le matin, on nous dit qu'elle va rechercher 1, 2, 3 assiettes. On nous dit qu'elle connaît toutes les bonnes adresses de pâtisserie. Elle a une obsession pour les bonbons. Elle a dans son sac à main plein de bonbons, puis c'est très réconfortant pour elle. Donc elle est entourée de ses bonbons. À un moment donné, il y a une scène où elle est chez elle et puis elle va commander chinois, voilà, parce qu'elle se fait une soirée télé toute seule, très bien. Non, on nous dit encore une fois que, et c'est très très insistant, c'est pour ça que je vous en parle, elle a commandé chinois pour une famille de 6 personnes, c'est elle-même Delilah qui le dit. Bon, moi je comprends parce que quand je commande chinois pour moi toute seule ou japonais, j'aime bien commander plein de trucs et c'est vrai que moi aussi quand le plat arrive, j'ai au moins 2-3 baguettes alors que je suis toute seule. Ok, mais là une famille de 6, c'est peut-être un petit peu exagéré quand même et elle se fait la réflexion justement en rigolant que quand le serveur est arrivé, il cherchait à savoir où était la fête parce qu'il avait apporté tellement de plats que c'était sûrement pour une grande famille. Et je vous dis ça parce que c'était tout le temps. C'était extrêmement insistant dans le roman. Elle est tout le temps en train de manger, elle est tout le temps en train de réclamer des cookies, en train de réclamer des cronuts ou je sais pas, des croissants, des machins. Mais tout le temps, petit point d'attention, j'ai trouvé ça un petit peu gauche. Voilà. Sinon, écoutez, beaucoup de sujets, pas vraiment grand-chose de creusé. Les personnages, finalement, sont un petit peu caricaturaux quand même. Hein, on rentre pas dans la subtilité non plus dans cette romance, encore une fois. Et j'ai trouvé quand même que c'était, encore une fois, une romance surtout basée sur des tropes. Donc, je lui ai mis un 3,5 parce que je me suis un petit peu amusée, ça m'a divertie. Mais franchement, c'est pas très creusé et c'est pas très malin, on va dire, c'est pas très subtil. Voilà, ça m'a fait passer un bon moment, mais franchement, je m'en rappellerai certainement pas. Et maintenant, il faut que je vous parle des Aiguilles d'or de Michael McDowell, aux éditions Monsieur Toussaint l'Ouverture, comme d'habitude avec une couverture de qualité absolument magnifique, et vraiment un travail incroyable. Donc j'ai terminé évidemment cette lecture, c'est le 4e ou 5e livre que je lis de lui, et effectivement on reconnaît vraiment sa patte, et j'aime beaucoup. On est vraiment plongé dans un roman historique grâce à la plume, et alors ici il n'y a pas du tout d'éléments fantastiques d'ailleurs, parce que souvent Michael McDowell rajoute un élément fantastique surnaturel, là il n'y a pas du tout ça, c'est vraiment un roman historique, mélangé quand même un petit peu à un roman d'horreur, parce qu'il y a quelques scènes horrifiques là-dedans qui sont vraiment pépites. D'ailleurs, elles sont pas trop nombreuses, mais elles sont quand même présentes. Ici, McDowell, il va clairement dénoncer le système de corruption, il va aussi dénoncer quand même l'hypocrisie de la religion, l'hypocrisie de la politique également, et en fait plus largement les dérives du pouvoir en général. Et donc avec cette famille, les Stallworth, qui représente le pouvoir, et en plus il représente plusieurs facettes du pouvoir, parce que il y a la religion, puisqu'il y en a un qui est pasteur, il y en a un qui est avocat, il y en a un qui est juge, donc on est aussi sur la justice, la politique, parce qu'ils vont vouloir aussi avoir la main mise sur la politique, puisqu'ils sont républicains et donc ils vont se battre contre les démocrates. Ils vont faire tout ça pour montrer que eux sont meilleurs et pour avoir plus de pouvoir, bien évidemment. La famille va travailler main dans la main avec un journal, et donc on montre aussi ce côté très sensationnaliste des médias, et comment les crimes sordides finalement ce sont des pains bénis pour les journalistes et pour cette famille, parce que ça va dans leur sens, ça montre ce qu'ils veulent montrer, et en fait ils s'accaparent les histoires de ces pauvres gens, ces drames qui subviennent dans les quartiers pauvres, ils se les accaparent pour en faire une narration qui leur convient à eux et pour gagner toujours plus de pouvoir. Et donc évidemment on va avoir au fur et à mesure du roman, cet affrontement entre les deux familles, les Shanks qui sont une famille de femmes criminelles, qui ont toujours essayé de se débrouiller et qui vont rentrer dans différentes phases de la criminalité aussi, et cette fameuse famille des Stallworth. Et ce que j'ai adoré en fait, c'est que, encore une fois, et ça me l'a fait notamment avec Cathy, l'auteur prend des directions qu'on ne voit pas venir. Vraiment vers les, je crois, 50-60% du roman, ça prend une toute autre tournure que j'avais pas du tout vu venir. On se demande où on va aller en fait. C'est
audacieux, ça nous surprend et on se laisse porter par les événements que va créer Michael McDowell. Je dois dire quand même que vers les peut-être 60-70% du roman, j'ai ressenti quand même quelques longueurs, mais dans l'ensemble, j'ai quand même passé un très bon moment de lecture parce que j'ai déjà adoré plonger dans ce New York corrompu, dans ce New York extrêmement sombre. On voit vraiment tous les ravages de la pauvreté, du manque d'éducation et du manque de système politique non corrompu, bien sûr, directement sur les gens qui sont impactés, c'est-à-dire les pauvres, ceux qui sont les moins fortunés, ceux qui sont les moins privilégiés, et les contrastes aussi entre les privilégiés et les gens qui souffrent réellement. Vraiment, en un ou deux quartiers, on a vraiment un contraste saisissant entre ce qui se passe dans les quartiers les plus pauvres et ce qui se passe dans les quartiers les plus riches, et notamment à travers certains personnages, les préoccupations totalement dérisoires de ces personnages par rapport à la réelle souffrance et comment ils utilisent cette souffrance pour vraiment la dénigrer. Et ce qui est vraiment intelligent en plus dans le récit, c'est que les certitudes des personnages va se retourner complètement contre eux, et ça c'était vraiment vraiment brillant. Finalement, j'ai vraiment beaucoup apprécié l'atmosphère très sombre de ce roman, les éléments horrifiques également, les tournures que je n'avais pas vues, totalement inattendues sur certains personnages qui étaient vraiment intéressants. Évidemment, la plume totalement immersive de Michael McDowell parce que il sait nous faire des belles descriptions, on est totalement pris dans l'ambiance du roman grâce à sa plume. C'est quand même un récit assez noir, assez brutal, totalement efficace pour dépeindre justement ce système social, l'hypocrisie du pouvoir, les tensions sociales. Et voilà, c'est une lecture quand même assez marquante que j'ai appréciée et donc je lui donne un 4 étoiles et je suis très contente de l'avoir découvert. Je vais donc m'arrêter là pour ce vlog, je trouve qu'il a été marquant en termes de lecture. Je m'attendais pas du tout à autant aimer Jane Eyre, voyez, mais franchement, excellente lecture. J'attends avec impatience vos retours et moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ailleurs la prochaine vidéo elle aura lieu dimanche et c'est l'épisode 3 de notre podcast avec Olivia de la chaîne Symphonie Littéraire, donc ne le manquez pas, il sera publié dimanche matin pour la France à 8h. Je vous laisse ici, merci pour vos likes et vos commentaires et on se retrouve donc dimanche. Ciao les amis!